BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Deuxième partie de l'émission, toujours bien sûr en compagnie d'Arnaud Le Gall. Et maintenant, on va s'intéresser à la façon dont le private equity français accompagne les investisseurs et les entrepreneurs. Mais vous le savez, avant toute chose, on s'intéresse chaque semaine à ce qui s'est passé sur le front du private equity. C'est les news de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Et les news de la semaine, c'est chaque semaine avec vous, Thibaut Jouzier. Vous scrutez un petit peu ce qui se passe sur la planète du capital investissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez repéré cette semaine? Alors cette semaine, on commence avec Shaper, une appli qui vient de lever 8,5 millions d'euros, lancée il y a à peine un an par 5 Français. Absolument. Qui permet de faire du réseautage. On dit souvent que c'est le Tinder des professionnels. Exactement. En fait, c'est à peu près le même principe. On vous recommande une quinzaine de profils chaque jour. Vous les validez ou pas. Et quand 2 personnes se valident, vous pouvez échanger avec elles. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux entrepreneurs et aux investisseurs de se rencontrer, d'échanger, mais aussi bien sûr à ceux qui cherchent un emploi d'y parvenir. Alors 8 millions, ça veut dire que des gens y croient. Ça doit déjà fonctionner. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Alors déjà doubler les effectifs, passer à 30 employés, mais aussi lancer une version premium. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut améliorer les algorithmes, les recommandations, pour qu'il y ait le plus de matchs possible et qu'il y ait des gens qui restent. Aujourd'hui, à un côté chiffre, on est à 500 000 utilisateurs. 500 000 2000 nouveaux chaque jour. Et on le rappelle, l'appli est présente en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, là où le réseautage est quand même une tradition. Future licorne française, peut-être. Et puis dans un contexte toujours plus sensible, celui de la data en fait, notamment avec la dernière cyberattaque NotPetya, c'est le Nantais Defenso qui lui lève 1,5 million d'euros. Et oui, et ça arrive en même temps que leur lancement commercial. En fait, plutôt une bonne nouvelle. Et eux, ils proposent en fait de protéger tout ce qui va être les données échangées à travers le cloud. Ouais. Ils estiment aujourd'hui que grâce à cette levée de fonds, ils vont pouvoir conclure des discussions menées avec Google, Microsoft, des grands noms, ou aussi Salesforce. Alors quels sont les éléments différenciants, les avantages de Defenso en fait? Alors déjà le premier avantage, c'est d'être une start-up européenne. Et oui, ça on aime bien. C'est un avantage qui permet d'éviter le fameux Patriot Act, tant redouté par les entreprises américaines, qui les empêche bien sûr de garantir toute la confidentialité à leurs clients. Donc grâce à cet avantage, ils veulent pouvoir lancer un site pour les particuliers. Tout le monde pourra donc protéger ses données échangées via Outlook, via Dropbox pour 2 € par mois. Donc à suivre. Il va se passer des choses. Sur le marché de l'intelligence artificielle, c'est Destigo qui développe des chatbots qui récoltent lui 1 million d'euros. Oui, et ils sont créés il y a à peine 6 mois, donc vraiment, ça va très vite pour eux. On le rappelle rapidement, les chatbots, ça permet d'échanger avec des grandes entreprises via des messageries instantanées, Google, Facebook, tout le monde a lancé un peu ces chatbots. Et donc en à peine 6 mois, ils ont réussi à convaincre les aéroports de Paris et Lyon de travailler avec leurs chatbots. Ce qui leur donne envie d'accélérer aux équipes de Destigo, a priori. Eh bien oui, avec cette levée de fonds, ils vont forcément doubler encore les effectifs, passer à 20 employés, aller commercialiser les chatbots à l'étranger. Et bien sûr, ils veulent passer la barre du 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Comme quoi, une bonne idée, du talent, de l'ambition, des fonds, et on accélère. Merci Thibaut, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour notre nouvelle chronique dans cette émission chaque semaine, c'est les news du capital investissement. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Chaque semaine, un nouveau couple entrepreneur-investisseur. On a le plaisir d'accueillir un homme et une femme cette semaine. La parité est respectée puisqu'on a le plaisir d'accueillir Séverine Grégoire, la CEO de Medocteur, qui est accompagnée de Michel Delande, associé gérant d'Omnes Capital. Et c'est bien sûr vous, Arnaud, qui nous présentez l'un et l'autre. Effectivement. Donc notre binôme de la semaine est composé côté entrepreneur de la fondatrice de Medocteur, l'une de ces entreprises de la génération web qui disrupte en l'occurrence l'économie de la santé en permettant notamment aux patients d'interroger des médecins plutôt, si vous me permettez ce raccourci, que de pratiquer l'automédication sauvage en ligne. Une aventure qui n'est pas le fait d'une professionnelle de la santé puisque c'est dans la mode que Séverine a connu ses premiers succès entrepreneuriaux, mais avec Mon Showroom qu'elle a revendu à Casino, elle avait acquis une vraie crédibilité de briscarde du web, si vous me permettez ce nouveau raccourci, ce qui a sans doute contribué à attirer les bonnes fées autour du berceau de Medocteur. Alors la santé et les technologies, ça fait partie des priorités d'investissement d'Omnes Capital. C'est un poids lourd du private equity et des infrastructures, très actif donc sur ces marchés en mouvement perpétuel, avec je crois 120 entreprises accompagnées en 15 ans et la bagatelle de 3,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 670 millions d'euros en capital risque. Merci Arnaud. Michel, vous m'autorisez à commencer par Séverine ? Bien sûr. En tant que briscarde du web. On ne va pas parler de l'aventure précédente, mais c'était une belle aventure. Qu'est-ce qui vous a donné envie de recommencer ?
de replonger sur une aventure web? Je crois que déjà, l'entrepreneuriat, voilà, une fois qu'on est piqué, c'est une drogue. On a envie d'y retourner. Donc, serial entrepreneuse, ça c'est clair. Yes. Voilà, c'est fait. Clairement. En plus, j'ai conservé la même associée sur la deuxième aventure. Ça, c'est sympa. Ça s'était très bien passé sur la première. De repartir ensemble. Oui, exactement. Combien d'années passées ensemble sur la première aventure? 8 ans. 8 ans quand même, oui. 8 ans. On a Et là, déjà au 2 des ans. essais, là. Exactement. C'est ça, c'est bon. En l'occurrence, vous vous aimiez suffisamment. Pourquoi replonger rapidement ou pas? En combien de temps avez-vous Non, là, à la fin, au bout d'un an, on a recommencé. On avait vraiment envie de réentreprendre ensemble. Le secteur du digital, c'est un secteur qui nous passionne. Et on avait envie vraiment de trouver un secteur où il y avait pas mal de choses à digitaliser. Et je crois qu'on a trouvé notre bonheur avec la médecine, santé. la santé en était un. Exactement. Comment avez-vous procédé pour identifier ce marché, ce créneau et ce concept de Médocteur? On est parti vraiment d'un constat d'usage personnel et on a regardé autour de nous. Comme si souvent. Même sur la première boîte, c'est exactement ce qu'on avait fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde va chercher de l'information santé en ligne. Il y a un vrai problème de fiabilité de l'information sur certains sites. Et on s'est dit que la personne la plus qualifiée pour répondre à nos questions santé restait le médecin. Donc on a voulu le remettre au cœur du système en permettant à tous les utilisateurs de pouvoir poser des questions directement à de vrais médecins. Lui qui commençait à être un peu énervé de voir les gens devenir presque plus compétents que lui parfois, Exactement. ou qui pensait l'être. Arnaud. Alors on voit assez facilement effectivement l'avantage que cela peut représenter pour le patient ou le malade en puissance, mais ça réclame un travail de sourcing considérable pour trouver des médecins qui sont généralement très très pris, qui soient disponibles pour répondre effectivement aux demandes des patients, qui à chaque fois sont relativement impatients. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet sur la démographie médicale aujourd'hui en France. Après, on est allé chercher des médecins. Par exemple, on a beaucoup de femmes médecins qui vont travailler part-time en cabinet et du coup, elles sont ravies de pouvoir faire de la téléconsultation et donc de pouvoir pratiquer à distance. Donc voilà, on travaille avec des catégories de médecins qui ont du temps de disponible à dédier sur la plateforme. Mais c'est vrai que c'est un gros travail de sourcing des médecins puisqu'aujourd'hui, on a 300 médecins qui répondent sur la plateforme. Expliquons juste le concept, comment ça fonctionne. J'ai un souci, je m'interroge, au lieu d'aller sur n'importe quel site et essayer de ne pas comprendre n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? J'appelle qui? Je fais quoi? Je fais comment? Qui est au bout de la ligne? Vous vous connectez sur la plateforme Médocteur et vous avez 300 médecins qui sont connectés en temps réel sur la plateforme et qui vous répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. Sur toutes les questions que vous posez. Immédiatement, comme un chat, etc. Exactement. Et c'est monétisé? C'est monétisé. En fait, on a une partie de l'activité qui est B2C, c'est-à-dire tout le monde peut aller sur la plateforme se connecter. Et on a également une activité B2B2C où on est distribué par des assureurs et des mutuelles qui proposent ce service-là à leurs adhérents et à leurs assurés. Alors pourquoi avoir eu besoin d'un investisseur à vos côtés? Michel commence à sourire, qui dit mais oui, ils sont venus me chercher. Qui est venu chercher qui d'abord? J'ai vu Michel opiner du chef à propos de la monétisation, donc c'est un élément important quand même. Alors Michel, comment s'est fait la rencontre peut-être? La rencontre, elle s'est faite très naturellement puisqu'on avait déjà financé en fait l'expérience précédente qui s'appelait Mon Showroom. Oui. Donc serial investisseur. Voilà, et qui s'est éminemment bien passé pour tout le monde, je dirais humainement et financièrement. Donc évidemment pour nous, pouvoir miser sur des serial entrepreneurs, c'est une chance. Et donc c'est comme ça qu'on s'est reparlé. On a aussi, nous, on a une double compétence qui est dans le domaine de la santé et dans le domaine du digital. On pense que le digital rentre de plus en plus dans le monde de la santé. Donc c'est vrai qu'en plus, le sujet rentrait particulièrement dans nos centres d'intérêt. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Michel, c'est-à-dire que la manière dont vous avez parlé de cette nouvelle aventure partagée donc avec un duo d'entrepreneuses, ça touche à cette question de la confiance. Depuis qu'on a lancé effectivement Entreprise et Capital, c'est sans doute le mot qui est le plus revenu. Pourquoi c'est si déterminant? Parce que la confiance, c'est comme la porcelaine. Et quand c'est cassé, c'est cassé. Donc voilà. Et c'est compliqué à ça fabriquer. se recolle pas. Et ça se recolle pas. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous, en fait, nous, on prend beaucoup de risques. On prend des risques sur les équipes, on prend des risques sur les produits, sur les marchés, etc. Et donc c'est vrai que pouvoir miser sur des entrepreneurs avec qui on est en confiance, en termes de mise en place de process, qui font ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils font. Pour nous, ça ne veut pas dire qu'on prend plus de risques, mais en tout cas, c'est un facteur de limitation considérable. On évoquait effectivement tout le potentiel de ce marché de la santé qui est en pleine transformation, ô combien. Il y en a d'autres, l'éducation fait partie de cela. Alors justement, vous qui regardez justement ces marchés qui sont aujourd'hui en pleine disruption digitale, quels sont ceux sur lesquels vous êtes le plus en veille? Ça, c'est pour les candidats éventuels à l'entrepreneuriat et à l'investissement qui nous écoutent. Alors nous, on pense deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de technologies qui rentrent dans le domaine de la santé.
Historiquement, il y a plutôt des fonds qui font soit 100% de la santé, des fonds d'investissement, soit des fonds qui font 100% du digital. Nous, on est l'une des rares équipes à avoir gardé cette double compétence. 40% de nos investissements sont dans le domaine de la santé et 60% sont dans le domaine du digital. Et en fait, on pense c'est une vraie richesse chez nous de pouvoir analyser un dossier avec des gens qui viennent du monde de la médecine et puis des gens qui viennent du monde du digital. Donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Puis on a un autre sujet qui touche vraiment aux technologies. On pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'investissements qui sont faits dans ce que nous on appelle un peu le low-tech, c'est-à-dire low-tech, LOW, avec plutôt de la rupture de modèle. Et on pense qu'on est en phase d'amorçage d'un nouveau cycle qui consiste à investir dans des choses très technologiques que nous on appelle deep tech, avec des vraies ruptures. Deep tech, low-tech, high-tech. Séverine, sans vouloir être indiscret, mais Michel dit ça s'est bien passé la première aventure, donc sans vouloir être indiscret, pourquoi être allé frapper à la porte d'un investisseur là où vous pouviez peut-être financer votre aventure seul? Pourquoi se mettre avec quelqu'un, se diluer? On connaît ici chez nos entrepreneurs qui n'ont pas encore fait appel à des fonds, à des investisseurs, l'espèce d'obsession parfois de garder le contrôle. Non pas que vous l'ayez perdu, mais pourquoi être allé revoir un investisseur si peut-être vous aurez pu financer différemment? Alors nous personnellement on a financé l'amorçage, effectivement, puisqu'on avait gagné de l'argent sur notre première boîte. Oui. Mais après très rapidement, pour nous il y avait une question de time to market. Il fallait qu'on arrive rapidement sur un marché et qu'on frappe fort. Et du coup il fallait accélérer. Exactement, il fallait plus d'argent plus vite pour aller justement pour prendre le leadership de ce marché. Et pour faire quoi d'ailleurs? Parce que qu'est-ce qui était coûteux? C'était le recrutement des médecins, c'était le développement des plateformes techniques, c'était le recrutement sur Google, c'était quoi? Alors la plateforme technique en elle-même est vraiment, nous a coûté pas mal d'argent parce qu'on est hébergé, c'est un hébergeur agréé en données de santé, on répond à des normes spécifiques au niveau de la sécurisation des données. Au-delà de ça, sur le marché B2C est très cash consuming. C'est un marché naissant. Il faut démocratiser ce marché-là. Donc forcément, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, parce qu'en fin de compte, la massification doit se faire très très vite. Voilà. C'est ça. Une prime au premier entrant, mais il faut aller très très vite pour réussir à la toucher. Et dans ces cas-là, on va spontanément voir quelqu'un en qui on a confiance, ou bien on les met en concurrence, les fonds. Est-ce que vous avez fait un peu de shopping? Je vois Michel qui dit. Michel dit elle m'a fait le coup. Non. Avec Omnes, ça a été très, très facile, puisque c'est vrai qu'on avait déjà la relation qui a été initiée chez mon showroom, et puis on a continué à rester en contact. Et je suis allée les voir très naturellement pour leur présenter le nouveau projet, pour avoir leur avis dans un premier temps, mais vraiment sans demander d'argent. Au-delà de l'argent qu'apporte un fonds, ou qu'apporte ce fonds par rapport à cette aventure? Bon, déjà, ils apportent de l'argent, c'est quand même... Oui, mais ça, c'est la base. C'est la base. Visiblement, il y a autre chose. Non, il y a autre chose. Clairement, c'est dans la continuité. Je pense que la relation dans la continuité est assez importante. Nous aussi, il y a une relation de confiance et une notion humaine assez importante dans la relation avec les fonds. Bien sûr. Et au-delà de ça, ils nous ont aidés dans différentes étapes du projet. Nous, notamment sur mon showroom, sur la sortie, le rôle du fonds a été très important. Et je le vois là sur une phase, par exemple, de seconde levée de fonds. Le rôle des fonds existants est aussi important puisqu'ils vont nous leur crédibilité, leur capacité à valoriser. Exactement, et puis même leurs conseils. Et dans la vie quotidienne, ils n'interviennent pas directement dans la vie de la société, non, mais ils investissent quand même dans des portefeuilles de start-up assez importants. Et du coup, le fait de mettre en relation différentes start-up et de pouvoir échanger avec nos confrères, c'est parfois hyper agréable. Arnaud. Et vous, Michel, comment vous concevez justement votre rôle, au-delà de la partie financière de cet investissement? Alors nous, on est systématiquement en fait, au conseil d'administration, au conseil de surveillance. Donc pour nous, la phase de suivi est extrêmement importante. Et alors nous, on est vraiment dans un rôle, enfin en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire chez Omnes. On essaie de ne pas se substituer au management. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire en sorte que le management soit dans les meilleures conditions possibles. Parce que Séverine ne le dit pas, mais les dirigeants sont souvent assez seuls. Donc nous, on essaie de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour prendre les meilleures décisions possibles. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Très concrètement, c'est-à-dire qu'on les aide à mettre en place, par exemple, des process, que ce soit des process qualité, des process d'acquisition client, des process de gestion financier, de gestion, etc. Ensuite de ça, on a un rôle, je dirais, d'effet miroir, c'est-à-dire qu'on est capable de les mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui ont été confrontés aux mêmes problématiques d'acquisition client, de conquête à l'international, etc. Et donc ça, on les met en contact avec ces gens-là qui ont déjà connu l'histoire. Et puis, on les aide aussi à compléter leurs équipes, parce que souvent, les startups... Il manque un directeur financier. Voilà, exactement. Et nous, on a ce réseau d'entrepreneurs, parce que ça fait 16 ans qu'on fait ça. Oui, bien sûr. Et donc, ça permet de compléter les équipes. Est-ce que vous avez en tête l'un ou l'autre une décision que vous auriez prise différemment, Séverine, si vous n'aviez pas été en commun? Est-ce qu'à un moment, vous avez dit à Séverine, là, franchement, je crois que tu fais fausse route, et voilà un petit peu, est-ce qu'il y a eu des moments un peu clés de votre histoire, de votre aventure, où sans l'un, sans l'autre, vous n'auriez pas eu la même aventure? Déjà, forcément, il y a eu plein de moments clés où on a pris des décisions communes avec nos investisseurs. Mais après, par exemple, sur la première boîte, sur le recrutement du directeur marketing, qui était un poste clé sur un site e-commerce, du coup, Omnes est intervenu et Michel personnellement sur ce recrutement-là. Et du coup, on a pu recruter une personne hyper importante, un poste clé qui nous a accompagnés jusqu'à la sortie de mon showroom. C'est un marché français ou international, mes docteurs?
Médocteur, pour l'instant, c'est un marché français parce qu'on est focus sur le marché français qui est très réglementé. Oui. Dans la médecine en général, partout, j'imagine. Exactement, mais en France particulièrement, par exemple, l'hébergement agréé en données de santé est une particularité française, ce qui nous vaut l'excellence du coup, de ce fait-là au niveau de la sécurisation des données. Les entrepreneurs qui réussissent justement à avoir ce regard très positif. Voilà. Sur la contractualité. C'est ça. Très formateur. Mais après, on regarde effectivement à l'étranger ce qui se passe, et notamment chez nos voisins européens. Et dernière question, Michel. Omnes pourrait accompagner à l'international. Vous avez une dimension internationale chez Omnes Bien Capital? sûr, en capital risque, on a un tiers de nos dossiers qui sont hors France. Alors nous, on considère que notre métier est un métier de proximité. Donc on n'a pas de plan aux États-Unis, en Chine, en Inde, etc. Nous, on considère qu'il faut qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée avec les entrepreneurs qu'on suit. Parce qu'en fait, les entrepreneurs qu'on suit, on leur parle à peu près tous les jours. Donc voilà, mais ça reste l'Europe. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je rappelle, Merci à vous. Séverine Grégoire, que vous êtes la CEO cofondatrice de Médocteur, et Michel Delande, vous êtes associé gérant d'Omnes Capital. On découvre maintenant un nouveau parcours d'investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon parcours d'investisseur. Chaque semaine, un parcours d'investisseur qui nous raconte bien sûr son fonds et à quoi il sert. C'est un double parcours d'investisseur puisque nous accueillons cette semaine Antoine Le Bourgeois et Gilles Nobecourt qui sont co-gérants d'Edmond Rothschild Investment Partners. Arnaud. Alors, nos investisseurs de la semaine représentent une maison illustre, s'il en est, avec des montants gérés de 1,8 milliard d'euros. Je parle sous votre contrôle, messieurs. Edmond Rothschild Investment Partners est un acteur de référence du marché depuis plus de 20 ans, je crois, qui a traversé divers fonds, a déjà investi dans pas moins de 140 entreprises. Mais vous allez voir qu'au-delà, il y a une certaine idée du métier qu'on va pouvoir découvrir avec vous deux. Alors 8 minutes, ça ne permet pas quand même de raconter vos deux parcours d'investisseurs. Messieurs, bonjour. Mais au-delà du parcours, racontez-nous effectivement ce que fait votre entreprise et quelle est son histoire et quelle est votre histoire au sein de ces fonds. Comment on rejoint une telle grande maison? On va peut-être commencer avec Antoine Le Bourgeois. Alors effectivement, moi j'ai eu la chance de rejoindre Edmond Rothschild assez rapidement en fait dans ma carrière, parce que j'avais commencé juste après mes études à la Caisse des dépôts, l'ancêtre de CDC Entreprises puis de BPI, bien sûr, qui s'appelait CDC Investissement. C'est assez rare dans ce métier parce que en général on peut rentrer dans le private equity assez tardivement. Donc j'ai saisi cette opportunité-là et je suis rentré ensuite dans les années 95-96 chez Rothschild à l'époque où ce n'était encore qu'une business unit. Et ce n'est qu'à partir de 2001 qu'on a créé cette société de gestion. Michel Sicurel, à l'époque, voulait créer des entités entrepreneuriales au sein de la banque. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu vraiment développer donc, ce qui est devenu Edmond Rothschild. Vous arriviez avec une spécialisation vous-même ou pas du tout? Non, puisque moi j'appartiens en fait à la partie private equity généraliste, capital développement, et donc je n'avais pas de spécialité à ce moment-là. Gilles Nobecourt, votre parcours, vous êtes... moi c'est tout le contraire, je suis arrivé très tard. Oui, c'est-à-dire en venant d'où? En venant, moi j'ai commencé à faire des cabinets ministériels il y a très longtemps. Après, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique où j'ai passé 15 ans. D'accord. Et je suis arrivé donc... j'ai rejoint Edmond Rothschild Partners en 2000. Alors là aussi, moi, ma spécialité, c'est le développement de médicaments. Voilà. Et l'ensemble de l'équipe qui s'occupe de bio vient de l'industrie. Alors aujourd'hui, au sein de Rothschild Investment Partners, quels sont vos différents secteurs d'activité? Parce qu'on voit là qu'il y a effectivement le secteur médical, mais il y en a bien d'autres. Quels sont-ils les principaux? Et quel type d'investissement réalisez-vous? Si on peut prendre peut-être quelques exemples, ou récents ou anciens, qui sont des succès. Bien sûr. Alors on peut regarder, en fait, d'abord en termes d'activité. Au sein des DRIP, il y a 4 activités différentes. Mais je dirais 3 centrées sur la PME, ETI, française et maintenant avec une extension en Italie. Ce sont donc les activités Acto-Mezzanine en mezzanine sponsorless, les activités Winch Capital donc en mid-cap et Cabestan Capital en small-cap. Donc là, on retrouve un trait commun qui est l'investissement dans des PME qui peuvent avoir des enjeux de transmission, qui peuvent avoir des enjeux de croissance externe. Et donc, on intervient avec différents outils selon la taille de l'entreprise ou selon les moments. Typiquement, pour une mezzanine sponsorless, avec notre activité Acto-Mezzanine qu'on a acquis l'année dernière, l'enjeu pour le dirigeant est d'éviter une dilution au capital. J'ai posé une question, vous intervenez de manière plutôt majoritaire ou pas forcément? Alors maintenant, c'est les deux. Historiquement, nous intervenions en minoritaire. Notre appartenance au départ à une banque favorisait cette activité-là. Maintenant, on voit bien que ce métier s'est complètement modifié. Les frontières sont devenues assez poreuses et donc on fait essentiellement des activités d'investissement minoritaire, mais un certain nombre aussi d'investissements majoritaires. Avec des tickets de quelle nature, en fait, Gilles Nobecourt? Nous, en bio, on intervient sur des tickets entre 5 et 45 millions par société. Oui. Je dirais par rapport à notre activité
notre activité de CapDev, on a un peu l'inverse de la matrice, c'est qu'on est très spécialisé, on fait toujours la même chose, 1/3 de dispositifs médicaux, 2/3 de biotech. Par contre, on fait ça sur une base géographique complètement globalisée. Et les fonds, les tickets sur les autres activités Alors sur Cabestan Capital, ils investissent des tickets entre 2 et 10 millions d'euros sur des sociétés qui ont des tailles entre 10 et 50, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur Winch Capital, ils investissent des tickets entre 10 et 45 millions d'euros maximum. La moyenne étant plutôt aux alentours d'une vingtaine. Donc là, on est sur des entreprises qui sont plus grosses, ce sont plutôt des ETI, au-delà de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, Actomed, ils investissent entre 10 et 30 millions d'euros en mezzanine sponsorless sur le même tissu de PME. Arnaud ? On voit que vous avez des lignes directrices qui sont très claires, mais au-delà, votre facteur de différenciation, quel est-il ? On le voit, vous évoquiez tout à l'heure le fait de vous concentrer, d'assumer le fait de vous concentrer sur les marchés français et italiens également. Est-ce que ça nous renvoie, j'évoquais une certaine idée du métier, il y a une certaine idée du métier dans la banque, effectivement, dont vous êtes issu, avec un mélange de proximité et d'expertise. C'est ce que vous essayez de cultiver ? Évidemment, je dirais que ça a évolué au fur et à mesure des années. Au départ, nous étions vraiment dans la culture de l'investissement minoritaire. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte, encore une fois, que l'argent ne suffit pas maintenant dans ce métier. Il faut apporter toute une série de conseils, d'expertise, de savoir-faire. C'est la demande des entrepreneurs. Aujourd'hui, les entrepreneurs ont énormément de choix. L'argent est disponible. Vraiment, il y a le choix aujourd'hui. Oui, vraiment. Que ce soit ils font du shopping, ils vous mettent en concurrence ? Oui, ils nous mettent en concurrence. Oui. Ils font. Maintenant, on voit vraiment des gens qui font leur diligence eux-mêmes. Nous, systématiquement, par exemple, on donne une liste. C'était vous les diligences avant. Voilà, nous, on fait toujours des diligences, mais nous donnons une liste de nos entrepreneurs avec les contacts. Ils appellent systématiquement 3, 4 d'entre eux pour savoir qu'est-ce que nous avons apporté à ces entrepreneurs, comment nous sommes comportés, que ce soit d'ailleurs en minoritaire ou en majoritaire. Donc, on est vraiment dans un marché aujourd'hui beaucoup plus professionnalisé du côté de l'entrepreneur et il veut savoir qu'est-ce qui peut être apporté. Toujours cette confiance, le mot-clé qui revient Absolument. sans cesse au fil de ces émissions. En une minute qui nous reste, quelles sont les bonnes qualités nécessaires pour être un bon investisseur dans un fonds comme Edmond de Rothschild Investment Partners ? Gilles Nobecourt. Je pense que c'est d'abord la confiance, c'est savoir créer un lien avec les entrepreneurs. L'intuition ou pas ? Je me demandais s'il faut avoir une intuition, parce qu'il faut sentir les marchés aussi avec les entrepreneurs ou pas. Il faut avoir une intuition, mais qui s'appuie sur beaucoup de travail d'analyse au préalable. Oui. C'est-à-dire que vous n'analysez jamais 100% de l'équation. Oui. Donc, il y a un moment, il y a un facteur muet en fin d'équation, et là, c'est l'intuition, et il faut savoir le faire. Donc, la confiance, l'intuition, ça, c'était ma suggestion. Quelles autres qualités, éventuellement, Antoine Le Bourgeois, pour faire un bon investisseur ? Je pense qu'il faut être dans une logique de projet. C'est extrêmement important. L'entrepreneur, il ouvre son capital, il fait cette démarche-là pour être ambitieux dans son projet. Donc il faut partager cette ambition, être prêt à investir, être prêt. Le b.a.-ba de l'investissement va prendre un certain nombre de risques à un moment ou à un autre dans la vie de l'investissement. Et donc cette notion de projet, d'ambition, il faut savoir vraiment l'accompagner. Encore une fois, pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec de la structure et des recommandations importantes. Merci à tous les deux, Antoine Le Bourgeois et Gilles Nobecourt. Je rappelle que vous êtes les co-gérants d'Edmond de Rothschild Investment Partners. Dernière partie, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la levée de fonds, c'est notre mode d'emploi. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Et le mode d'emploi cette semaine, il nous est délivré par Olivier Dardel, qui est Managing Director de Canaccord Genuity. Arnaud, j'ai du mal à le dire. Oui, notre expert de la semaine est un professionnel de l'accompagnement financier des entreprises, on va résumer cela ainsi. Et la question que nous voudrions vous poser, Olivier, concerne la manière dont, en fin de compte, il faut essayer de packager son entreprise pour la rendre plus attractive pour la communauté financière, la communauté des investisseurs. En gros, quels sont les points clés afin de vendre au mieux son entreprise à ses investisseurs ? Oui, très bien. Merci pour cette question qui est effectivement essentielle. Et je commencerai par répondre en fait en une question très simple. Quand vous vendez votre entreprise, en fait, elle a de valeur parce que vous avez un client. À la fin, c'est quand même lui qui fera votre valeur. Mais il faut se poser la question de qui est le client de celui qui va investir chez vous. Et le client, c'est les gens qui leur prêtent des fonds ou qui leur donnent des fonds. Parce que prêter, c'est pas le bon mot, mais qui leur confient des fonds. Des investisseurs institutionnels. Le client de l'investisseur, c'est quelqu'un qui lui confie de l'argent. Et donc, il a une responsabilité par rapport à son vrai client, qui est celui qui lui donne de l'argent. Donc, comment est-ce qu'il va réagir et comment est-ce qu'il va analyser la situation ? Et la chose importante, c'est de se dire, il faut qu'il fasse un bon investissement, il faut qu'il puisse en sortir. Donc, il y a un élément très important qu'il faut comprendre, c'est que l'investisseur en face de vous, il a une volonté de liquidité à un prix le plus attractif possible.
Quand on a compris ça, on a déjà compris l'essentiel de ce qu'il faut faire pour se vendre à un fonds d'investissement. Ensuite, je répondrai que la meilleure façon de se packager, c'est presque de ne pas se packager. C'est-à-dire qu'il faut s'y préparer bien en amont. Pas surjouer, en fait. Voilà. Pas surjouer, parce que de toute façon, comme le disait tout à l'heure votre intervenant des DRIP, ils font leur due diligence eux aussi. C'est-à-dire que les investisseurs font leur due diligence sur la société et le patron de la boîte ou même le COMEX ou la direction générale va se renseigner. Aujourd'hui, 2 coups de clic sur Internet, vous savez, sur LinkedIn et autres, qu'est-ce qui se passe, vous avez les revues de presse, vous commencez à connaître votre interlocuteur. Donc c'est une rencontre, mais une rencontre qui se fait en préparation. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de connaître votre société et de prendre un engagement, un acte de foi finalement, en plus de l'analyse, sur 3 semaines de process. Ça n'existe pas. Ou alors vous aurez le mauvais. Vous aurez celui qui viendra pour les mauvaises raisons. C'est celui qui a besoin d'investir, pas forcément pour des raisons de rencontre entre 2 projets. Donc faites votre travail en amont, réfléchissez à pourquoi vous voulez les vendre. Vous voulez vendre parce que vous n'avez pas de succession, et donc malheureusement vous aimeriez bien continuer, mais vous ne pouvez pas. Vous voulez vendre parce que vous voulez maximiser ou cristalliser ou liquidifier votre patrimoine, et donc c'est de la valorisation. Et puis vous voulez vendre quoi? Une majorité ou une minorité? Déjà, posez-vous ces questions-là. Et puis, qu'est-ce qui vous empêche de vendre? Est-ce que la fiscalité vous empêchera de vendre? Parce que vous pouvez vous packager en ratant les critères qui font que vous allez pouvoir transformer. Parce que packager, c'est s'amener et avoir une certitude d'exécution. Donc, si vous n'avez pas fait votre Dutreil, par exemple, vous n'avez pas réfléchi sur comment va se créer la plus-value, vous allez être embêté. Si vous n'avez pas réfléchi sur « moi, je pars en tant que patron de la boîte, fondateur peut-être », mais donc derrière, qui est l'équipe de management qui va me succéder? Et aucun investisseur financier ne rentrera s'il n'a pas la certitude d'avoir une vraie équipe de management. Et ça se décrète pas le jour où le départ est généralement programmé, quoi qu'il arrive. Et ça se décrète pas le jour où vous commencez. Si vous commencez à poser ces questions-là, ça ne marchera pas. En tout cas, vous n'irez pas jusqu'au bout de votre projet et vous n'aurez pas satisfaction sur votre projet. Donc commencez 6 mois, 12 mois en avance par vous poser ces bonnes questions et faites-vous accompagner pour y réfléchir parce que c'est un marché par des avocats, par des banquiers conseils comme nous. Mais ne confondez pas vos conseils pour gérer les opérations avec vos conseils pour transmettre votre patrimoine. C'est des savoir-faire différents, ils sont parfois complémentaires, mais il n'y a rien de pire, entre guillemets, que l'avocat traditionnel, fiscaliste, patrimonial, pour gérer une transaction de capital. C'est très bien, c'est complémentaire, mais on n'a pas les mêmes angles, on n'a pas les mêmes outils, et on ne fera pas le même travail à la fin. Arnaud, je vous ai une question, mais alors très courte, si vous en avez une. Très courte. Une fois l'objectif atteint, le deal conclu, un conseil ou une mise en garde sur la meilleure manière de travailler dans la durée. En 15 secondes. En 15 secondes, oui. Être très clair sur les objectifs de chacun. Quelqu'un a un objectif de liquidité, pas forcément vous. Donc, à partir du moment où vous entendez sur les objectifs principaux, le reste, c'est de l'attitude personnelle. Merci. Merci Olivier Dardel. Je rappelle que vous êtes le managing director de Canaccord Genuity. Quant à nous, c'est la fin de cette émission, bien évidemment. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'entreprise BFM et d'Entreprise et Capital. Donc je vous rappelle qu'elle sera rediffusée ce dimanche à 22h et mardi à 14h. Bon week-end à tous. À très vite sur BFM Business. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.